On pense souvent à la passion comme une étincelle de départ, tu sais, le feu d'artifice qui lance une relation. Mais qu'est-ce qui arrive quand cette étincelle-là, c'est pas juste un feu d'artifice, mais plutôt un courant à haute tension qui traverse toute la durée de la relation. Aujourd'hui, on plonge dans une exploration vraiment fascinante de l'intensité puis de son évolution dans un couple. Pour ça, on a des sources assez incroyables. Une série de rapports astrologiques très, très détaillés. C'est presque des plans d'architecte pour un couple qu'on va appeler Jean-Christophe et Stéphanie. Ces analyses-là nous amènent vraiment dans la mécanique céleste de leur union. On va se concentrer sur des planètes clés comme Mars, le désir, l'action, puis Pluton, la planète de la transformation profonde, du pouvoir. C'est du matériel assez dense. Et la mission derrière ça, elle est captivante. On ne cherche pas juste à savoir s'ils sont compatibles. La question, elle est beaucoup plus profonde. Comment une dynamique qui, dès le départ, est chargée de tensions explosives, de luttes de pouvoir, de conflits, comment ça peut, avec le temps, non seulement ne pas détruire le couple, mais se transformer en une vraie force de régénération? Comment cette friction-là peut mener à une connexion, une sexualité encore plus profonde? On va décortiquer ça, voir comment leur plus grand défi pourrait être, dans le fond, le moteur même de leur croissance. D'accord, alors, déballons ça. La première chose qui saute aux yeux dans les rapports, c'est l'attraction brute. On parle d'une opposition entre Vénus, la planète de l'amour, et Mars, celle du désir. Ça, c'est le classique, l'attraction des opposés, une chimie quasi magnétique. Mais les textes, ils nuancent ça tout de suite. Ils disent que cette chimie-là demande un effort conscient pour pas déraper en conflit constant. C'est comme marcher sur le fil d'un rasoir. Exactement. Le fil du rasoir, c'est la bonne image. Puis, ça ne fait que s'intensifier. Un des rapports souligne que leur Vénus combinée se trouve en maison 8. Pour ceux qui connaissent un peu moins l'astrologie, la maison 8, c'est pas le salon où on prend le thé, là. C'est le sous-sol, la chaufferie de la maison. C'est la place des secrets, de l'intimité la plus crue, de la sexualité profonde, mais aussi de la mort et de la renaissance. C'est la pièce des transformations majeures. Donc, si on met la planète de l'amour dans cette pièce-là, c'est pas l'amour léger, genre on écoute un film le vendredi soir. Pas du tout. Le rapport utilise des mots très forts. Il dit que l'amour ici n'est jamais léger ou anodin. C'est une dynamique tout ou rien, une intensité émotionnelle extrême qui agit comme un creuset alchimique. L'image du creuset est parfaite, c'est un récipient qui résiste à des chaleurs extrêmes pour purifier, pour transformer les métaux. La relation elle-même, c'est ce creuset-là, et les deux partenaires sont destinés à en sortir fondamentalement changé. Il n'y a pas de demi-mesure. Et cette tension-là, elle n'est pas juste théorique. Elle a une signature très concrète, presque explosive. Un des aspects les plus frappants, c'est le carré entre leurs deux planètes Mars. Le Mars de Stéphanie est en Bélier et celui de Jean-Christophe en Cancer. Un carré en astrologie, c'est un angle de 90 degrés. C'est une friction, un défi. C'est comme deux autos qui arrivent à une intersection en même temps. Et qui veulent pas céder le passage. Exactement ça. Et les signes dans lesquels sont leurs Mars, ça décrit parfaitement leur style de combat. Mars en Bélier, pour Stéphanie, c'est l'énergie du guerrier, direct, frontal, impulsif. Elle veut régler les problèmes tout de suite. C'est le feu. Alors que Mars en Cancer, pour Jean-Christophe, c'est tout le contraire. C'est une énergie d'action indirecte, émotionnelle, protectrice, mais aussi très défensive. C'est l'eau. Fait qu'on a littéralement le feu qui essaie de faire bouillir l'eau. Ah, on connaît tous un couple comme ça. Celui où une personne dit « on en parle maintenant », puis l'autre a besoin de 24 heures pour digérer. On voit tout de suite comment ça peut déraper. La franchise de Stéphanie, qui veut crever l'abcès, peut être vue comme une agression par la sensibilité de Jean-Christophe. Précisément. Puis la réaction typique du Mars en Cancer, c'est de se replier dans sa coquille, de bouder ou d'utiliser une forme d'agressivité passive. Ce repli-là, en retour, va exaspérer le Mars en Bélier de Stéphanie, qui va voir ça comme une fuite puis qui va pousser encore plus fort pour avoir une réaction. C'est ça, le cœur du réacteur nucléaire de la relation. C'est un cycle classique de lutte de pouvoir où les actions naturelles de l'un heurtent de plein fouet la sensibilité de l'autre. Ça peut devenir très épuisant. Honnêtement, en entendant ça, ça sonne comme une recette pour un désastre. On se demande comment un couple peut survivre à ça à long terme sans que l'un des deux finisse par claquer la porte. Logiquement, une friction de même, ça devrait user la relation.
Est-ce que les sources nous donnent une piste sur comment ça peut évoluer pour ne pas juste exploser? C'est la question. Puis la réponse, elle se trouve dans une des techniques les plus fascinantes de l'astrologie, les aspects progressés. Faut voir le thème de naissance comme une photo, un snapshot pris à notre naissance. C'est le plan de départ. Les progressions, c'est comme si on faisait avancer cette photo-là au ralenti, année après année. Ça montre comment notre psyché, notre personnalité mûrit. Et pour ce couple-là, ce qui se passe avec le temps est frappant. D'accord, donc on regarde le film de leur évolution, pas juste la photo du début. Qu'est-ce que ce film-là nous montre? Les tales sont en friction. Mais avec le temps, leur soleil progressé se déplace et ils finissent par former ce qu'on appelle un trigone de Terre. Si un carré, c'est la friction, un trigone, c'est l'harmonie la plus fluide. C'est comme deux rivières qui se rejoignent sans effort pour faire un grand fleuve. Le rapport cite « La friction natale disparaît au profit d'une coopération fluide ». Concrètement, ça veut dire que leur volonté, qui pouvait s'opposer au début, s'aligne naturellement vers une construction commune, pragmatique, solide. OK, donc leurs volontés finissent par s'aligner de façon pratique. Ça, c'est une bonne base. Mais, et le côté émotif? Parce que c'est bien beau s'entendre sur le budget, mais s'ils sont encore en guerre sur le plan des émotions, ça ne règle pas le fond du problème. Est-ce que les progressions disent quelque chose là-dedans? Absolument. Et c'est peut-être même encore plus important. Leur lune, qui représente leurs besoins émotionnels, leur inconscient, suivent un peu la même trajectoire. Leurs lunes progressées finissent, elles aussi, par former un trigone, mais cette fois-ci, un trigone de feu. Ça veut dire que leurs besoins émotionnels, au lieu de se heurter, commencent à se synchroniser sur une fréquence commune d'enthousiasme, d'action. C'est comme si le couple apprenait, avec le temps, à faire battre son cœur au même rythme. Cette validation mutuelle, c'est crucial. C'est fascinant. C'est comme si leur relation avait un programme de maturation interne. Mais comment ça se connecte à l'intensité de Pluton qu'on mentionnait au début? Cette dynamique de transformation, elle disparaît pas, j'imagine. Non, elle disparaît pas, elle est canalisée. Pluton, c'est toujours le potentiel soit de lutte de pouvoir destructive, soit de transformation puis de guérison. Ce que ces progressions harmonieuses montrent, c'est que la relation développe les structures internes, la volonté alignée, le cœur synchronisé pour choisir la voie de la guérison. L'énergie plutonienne a maintenant un cadre solide pour s'exprimer de façon constructive. En plus, une autre analyse montre que le soleil de Jean-Christophe tombe dans la maison 8 de Stéphanie. Ça renforce ce lien intense, presque karmique. Ça rend la séparation difficile, puis ça force les deux à se transformer. Les progressions leur donnent les outils pour réussir cette plongée-là. Donc, si je comprends bien, il y a une évolution naturelle, une sorte de maturation avec le temps. Mais ça me donne l'impression que c'est un peu passif. Est-ce qu'ils doivent juste attendre que les planètes s'alignent ou est-ce que la relation a aussi des outils plus actifs, intégrés dès le départ pour naviguer cette haute tension? C'est une excellente question et oui, il y a des outils très actifs. Le premier et le plus important selon les rapports, c'est Saturne. Saturne est souvent vu comme le rabat-joie, mais dans une relation, il est essentiel. Un des textes le décrit comme l'encre de la relation. Sans un Saturne fort pour donner de la structure, une relation aussi passionnée pourrait juste être un feu de paille. Ici, Saturne impose des tests de maturité, des épreuves, des responsabilités qui, une fois surmontées, cimentent le lien pour toujours. C'est la colle structurelle, le sentiment de devoir qui les garde ensemble pendant les crises. C'est le côté pour le meilleur et pour le pire, l'engagement qui va au-delà de l'émotion du moment. Dans les sources, il y a un autre concept qui m'a vraiment interpellé, leur mission karmique commune. L'analyse de l'axe des nœuds lunaires, ça semble être la clé. On y lit qu'ils doivent passer du nœud sud en Vierge au nœud nord en Poisson. Concrètement, ça veut dire quoi, ce charabia astrologique? C'est probablement l'élément le plus transformateur de leur dynamique. Il faut imaginer les nœuds lunaires comme une boussole d'âme pour le couple. Le nœud sud, c'est le bagage, le territoire connu, ce qu'ils maîtrisent déjà, parfois même un peu trop. Pour eux, en Vierge, c'est la maîtrise, la gestion, l'analyse, le perfectionnisme, le contrôle. Les rapports disent qu'ils excellent à faire fonctionner les choses au quotidien. D'accord, ça c'est leur zone de confort. Et le nœud nord, c'est... Nœud nord en Poisson, c'est leur direction de croissance.
leur mission d'âme commune. Et les poissons, c'est tout le contraire de la Vierge, c'est le lâcher-prise, la foi, la compassion, l'acceptation de ce qui est plus grand que soi, la spiritualité. Leur mission en tant que couple, ce n'est pas de devenir encore meilleur pour tout contrôler. Leur mission, c'est d'apprendre ensemble à lâcher le volant. C'est une invitation à passer de la logique pure du cerveau à ce que le rapport appelle la logique du cœur. Attends une minute. Là, il y a quelque chose qui vient de cliquer. Si on boucle la boucle, ça voudrait dire que la solution à leur plus grand problème est inscrite dans leur mission de vie. Cette mission de lâcher prise des poissons, ce serait l'antidote parfait aux luttes de pouvoir de Pluton et aux conflits de Mars. C'est exactement ça, c'est ce qui est fascinant. La source de leur plus grand conflit, cette lutte de pouvoir intense, ce besoin de contrôler l'autre, contient sa propre solution. Les sources nous disent que leur mission n'est pas de gagner la bataille, mais d'apprendre à l'abandonner ensemble. C'est un changement de paradigme complet. L'énergie n'est plus dépensée à essayer de contrôler l'autre, ce qui est la dynamique Mars-Pluton de base, mais à s'abandonner à un cheminement spirituel partagé. La transformation n'est plus une épreuve qu'on subit dans la douleur, elle devient la mission qu'ils ont choisie. En résumé, ce qu'on a vu à travers ces analyses est assez contre-intuitif. Une relation à très haute intensité avec l'énergie de Mars et la pression de Pluton n'est pas nécessairement une fatalité de conflit. Elle porte en elle les germes d'une connexion et d'une puissance extraordinaire. L'évolution des luttes de pouvoir vers une intimité régénératrice, ça se fait pas par magie. Ça passe par une maturation consciente, c'est ça que les aspects progressés montrent, mais surtout par la reconnaissance d'une mission commune qui transcende les simples batailles d'ego. Tout à fait. Un des rapports conclut en décrivant cette union comme une architecture sacrée de haute tension et un transformateur. Ces termes sont puissants et ça soulève une question intéressante qui va au-delà de ce couple-là et qui s'applique à toute relation profonde. Et si une certaine dose de friction, c'était pas un défaut à corriger ou un risque à gérer, mais un ingrédient nécessaire? Et si c'était précisément cette tension qui générait l'énergie et la puissance requises pour accomplir une véritable croissance mutuelle? Une transformation que deux individus seuls ou même dans une relation plus calme ne pourraient peut-être jamais atteindre.